Je m'appelle Camille et à 28 ans, je pensais avoir enfin ma vie en main. En tant qu'analyste financière, j'ai fait des heures supplémentaires pendant 3 ans pour gagner cette prime de 12 800 $. Un coup de téléphone de ma mère autoritaire a tout changé. Elle m'a invité à ce qu'elle a appelé un petit dîner de famille. Au lieu de cela, je suis entré dans une maison remplie de 81 invités et une bannière proclamant « Bienvenue, bébé Émilie ». Ma mère a ri en voyant mon visage choqué et a dit nonchalamment « Nous avons dépensé ta prime pour la joie familiale ». Je suis restée silencieuse et j'ai répondu « Notez ». Avant de continuer mon histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Et appuyez sur le bouton d'abonnement si votre famille a déjà profité de vous financièrement. Grandir dans la famille Lambert signifiait ne jamais savoir si l'électricité resterait branchée jusqu'à la fin du mois. Ma mère, Diane, considérait l'argent comme de l'eau qui lui filait entre les doigts, peu importe combien elle recevait. Tout disparaissait toujours sans qu'il y ait quoi que ce soit de substantiel à montrer en retour. Notre situation financière était constamment au bord du désastre, avec des agents de recouvrement qui appelaient à toute heure et de mystérieuses urgences qui épuisaient toutes les économies avant qu'elles ne puissent s'accumuler. En tant qu'aîné de 3 enfants, j'ai appris très tôt la responsabilité financière, non pas par des exemples positifs, mais en étant témoin du chaos résultant de son absence. À 14 ans, je travaillais après l'école à l'épicerie locale, cachant des portions de mon salaire dans une boîte verrouillée sous mon lit. Ma mère a découvert mes économies secrètes quand j'avais 16 ans et a justifié la prise de 400 $ pour des dépenses ménagères, qui se sont étrangement matérialisées en nouvelles chaussures et en rendez-vous au salon de coiffure pour elle-même. L'argent de la famille est de l'argent communautaire, disait-elle chaque fois qu'on l'interrogeait sur ses habitudes de dépenses. Nous en profitons tous quand l'un de nous a quelque chose de joli. Mes frères et sœurs et moi ne semblions jamais être inclus dans ce « nous ». L'université est devenue mon plan d'évasion. Grâce à des bourses, des prêts étudiants et en travaillant 30 heures par semaine tout en suivant un programme de cours complet. J'ai financé mes études à l'université publique et obtenu un diplôme en finance. L'ironie ne m'a pas échappé d'avoir choisi d'étudier la chose même que ma famille n'avait jamais maîtrisée. Pendant ma 2e année d'université, alors que j'étais gravement malade d'une pneumonie et brièvement hospitalisé, j'ai donné à ma mère un accès d'urgence à mon compte bancaire pour qu'elle puisse déposer l'argent de mes colocataires pour le loyer. Cet accès temporaire n'a jamais été révoqué. Bien que j'ai depuis créé des comptes séparés pour mes finances principales, ce vieux compte est resté ouvert avec des fonds minimes, un vestige de mes années universitaires que je n'ai jamais vraiment pris le temps de fermer. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un poste chez Partenaires Financiers Laurent, une entreprise respectée en ville, pendant 3 ans. J'ai travaillé 60 heures par semaine, j'ai accepté des projets supplémentaires et je me suis bâti une réputation de travail méticuleux. Mon dévouement a finalement payé avec une promotion au poste d'analyste senior et une prime de 12 800 $, la plus grosse somme d'argent que j'ai jamais reçue en une seule fois. Cette prime représentait la liberté pour moi. Je prévoyais d'allouer 6 000 $ au remboursement de mes prêts étudiants restants, 4 000 $ pour renforcer mon fonds d'urgence et le reste pour de modestes vacances à la montagne. Ma première vraie pause depuis des années, j'avais calculé exactement comment cet argent améliorerait mon avenir financier, faisant avancer mon plan quinquennal vers une véritable stabilité. Malgré notre histoire, je maintenais le contact avec ma famille, des appels téléphoniques hebdomadaires avec ma mère, des réunions de famille pour les fêtes et des dîners occasionnels le dimanche nous maintenaient connectés. Bien que j'évitais soigneusement les conversations sur l'argent, mes limites telles claires mais tacites, un équilibre délicat entre la loyauté familiale et l'autoprotection. Le mardi, après avoir reçu ma prime, ma mère a appelé, sa voix débordant d'une chaleur inhabituelle. « Camille, ma chérie, nous organisons un petit dîner de famille ce samedi, juste la famille immédiate. Ta présence est requise, a-t-elle dit, avec une étrange formalité dans son ton. J'avais prévu de chercher des destinations de vacances ce week-end, ai-je répondu, sentant déjà le poids familier de l'obligation. Les plans peuvent changer, la famille passe en premier, tu le sais. Cela signifierait tellement pour tout le monde. Après plusieurs minutes de pression douce mais persistante, j'ai accepté d'assister à ce que je croyais être un rassemblement d'une dizaine de personnes au maximum. Avant de terminer l'appel, j'ai commis mon erreur cruciale. Excité par ma réussite et baissant momentanément ma garde, j'ai mentionné ma prime. En fait, maman, j'ai une bonne nouvelle, j'ai reçu une prime substantielle au travail, 12 800 $, pour toutes les heures supplémentaires que j'ai faites.
La pause au bout du fil aurait dû m'alerter. C'est merveilleux, ma chérie. Tellement fière de toi. Dans quelle banque l'as-tu déposée? Celle à laquelle tu m'as donné accès pendant tes études ou ta nouvelle? Celle à accès partagé. Ai-je répondu sans réfléchir. Je la transférerai sur mon compte d'épargne à haut rendement la semaine prochaine. Parfait timing, alors samedi sera encore plus spécial maintenant. À samedi, 18h précise. L'appel s'est terminé, me laissant avec une appréhension que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. 3 jours plus tard, je comprendrai exactement pourquoi. Le samedi soir est arrivé avec une clarté inhabituelle pour un début d'automne. Je suis arrivé dans le quartier de ma mère vers 18h15, élégamment en retard comme un petit acte d'indépendance, en tournant dans sa rue. Mon estomac s'est noué, des voitures étaient garées des 2 côtés de la route. Au moins 25 véhicules là où je m'attendais à en voir 5 ou 6. Peut-être que quelqu'un dans la rue fait une fête, pensais-je, en essayant de chasser mon malaise grandissant. Mais en approchant de la modeste maison à 2 étages de ma mère, une terrible prise de conscience s'est installée. Chaque place de stationnement près de sa maison était occupée. J'ai fini par me garer à près de 2 pâtés de maison. Mon esprit s'emballant avec des possibilités, aucune d'entre elles n'étant bonne. En remontant l'allée, j'ai entendu de la musique et des rires s'échapper des fenêtres ouvertes. La porte d'entrée était entr'ouverte, révélant des aperçus d'une foule à l'intérieur. Prenant une profonde inspiration, j'ai franchi le seuil pour découvrir une scène qui a confirmé mes pires soupçons. Le salon et la salle à manger attenante grouillaient de gens, dont beaucoup que je reconnaissais à peine. Des membres de la famille élargie se mêlaient à des voisins et des amis que je n'avais pas vus depuis des années. Des enfants couraient entre les groupes d'adultes qui discutaient. Et suspendue bien en évidence à travers l'arche entre les pièces, se trouvait une bannière élaborée en lettres roses, pastel et dorées. Bienvenue, bébé Émilie. Ma cousine Juliette, enceinte de 6 mois de son premier enfant, était assise sur une chaise décorée au centre de la pièce, entourée de cadeaux emballés empilés presque jusqu'à ses épaules. Juliette et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Nous nous étions rencontrés aux réunions de famille peut-être une fois par an depuis l'enfance. Alors que je restais figé dans l'entrée, ma mère m'a repéré et s'est précipitée vers moi, une coupe de champagne à la main. « Camille, tu es là, n'est-ce pas merveilleux ?» Toute la famille s'est réunie pour célébrer Juliette et le bébé Émilie. « Maman, ai-je réussi à dire entre les dents, tu as dit que c'était un petit dîner de famille. » Elle a agité la main d'un air dédaigneux. « Eh bien, ça a commencé comme ça dans la planification. Mais tu sais comment ces choses prennent de l'ampleur. Une fois que la nouvelle de la fête prénatale de Juliette s'est répandue. Tout le monde a voulu venir. On ne pouvait pas vraiment refuser la famille, n'est-ce pas? J'ai regardé autour de la pièce. Comptant les visages inconnus, il doit y avoir 80 personnes ici. 81 en fait. Nous avons dû louer des chaises supplémentaires, a-t-elle dit fièrement, comme si c'était un exploit. Ah, et le traiteur, les décorations, les cadeaux. J'ai montré du doigt le buffet élaboré sur les tables de la salle à manger, les décorations d'aspect professionnel transformant la maison, et la montagne de présents. Les yeux de ma mère pétillaient d'excitation alors qu'elle baissait la voix. C'est la meilleure partie. Quand tu m'as parlé de ta prime, j'ai su que c'était le moment parfait. Juliette était si inquiète de ne pas pouvoir tout se permettre pour le bébé, avec Paul qui a perdu son emploi et tout. Alors, je me suis occupé de tout. Le lieu qui est ici, évidemment. Le traiteur de ce restaurant chic du centre-ville, des cadeaux de bébé personnalisés, j'ai même engagé un photographe professionnel pour capturer chaque instant. La pièce a semblé basculer légèrement alors que ces mots s'enregistraient. Tu t'es occupé de tout, avec quel argent? Exactement. Son sourire n'a pas faibli. Ta prime, bien sûr. Tu te souviens quand tu m'as donné accès à ton compte pendant tes études? Quelle bénédiction que tu n'aies jamais changé ces paramètres. Je savais que tu voudrais contribuer à la joie familiale, surtout pour la douce petite Émilie. Tu gagnes assez d'argent maintenant, et la famille passe toujours en premier. Le sang m'est monté au visage alors que je luttais pour garder mon sang-froid. Tu as retiré l'argent de ma prime sans me demander. Tout. Pas tout en une seule fois, a-t-elle dit, comme si cela rendait les choses meilleures. 15 transactions distinctes sur 3 jours. Il fallait rester sous la limite quotidienne, tu sais. Juliette s'est approchée de nous à ce moment-là, son ventre de femme enceinte en avant. Les yeux brillants de gratitude. Camille, merci beaucoup pour tout ça. Elle a fait un geste vers la pièce. Ta mère m'a dit que tu aidais à sponsoriser la fête. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es généreuse. C'est plus que tout ce dont j'avais jamais rêvé. Derrière Juliette se tenait son mari, Paul, l'air à la fois embarrassé et soulagé.
Il m'a fait un signe de tête qui semblait à la fois reconnaissant et désolé, ignorant manifestement la vérité. Je sentais des dizaines d'yeux sur moi, des membres de la famille observant ma réaction. Certains avaient l'air admiratif, d'autres légèrement envieux, quelques-uns semblèrent préoccupés ou méfiants. Ma tante Marguerite, la sœur de ma mère, observait avec des yeux plissés de l'autre côté de la pièce, sentant probablement que quelque chose n'allait pas. Un souvenir vivace m'a traversé l'esprit. À 17 ans, découvrant que ma mère avait emprunté 200 $ de mon fonds pour l'université pour acheter des billets de concert pour elle et ses amis. Lorsqu'on l'a confrontée, elle avait pleuré, m'avait accusé d'être égoïste et insensible, et avait réussi à retourner plusieurs membres de la famille contre moi pendant des semaines. À ce moment-là, j'ai fait un calcul. Faire une scène ne ferait que faire de moi la méchante dans le récit de ma mère. C'était une bataille à mener de manière stratégique, pas émotionnelle, devant un public qu'elle avait soigneusement assemblé. « Je suis si heureuse pour toi, Juliette », ai-je dit, forçant la chaleur dans ma voix. « Félicitations ». Ma mère rayonnait triomphalement. Interprétant ma retenue comme une acceptation, elle a fait teinter son verre avec une fourchette, appelant à l'attention tout le monde, un toast à ma généreuse fille, Camille, dont la contribution a rendu cette belle célébration possible, à la famille, qui prend soin de la famille. Des acclamations ont éclaté alors que les verres se levaient. J'ai levé ma main vide en signe de reconnaissance, ma voix stable alors que je croisais directement le regard de ma mère. « Notez », ai-je dit doucement, le seul mot portant le poids d'une promesse. Je suis resté exactement 45 minutes, engageant un minimum de conversation tout en observant tout avec une clarté nouvelle. Le gâteau commandé sur mesure à la pâtisserie la plus chère de la ville, le photographe professionnel capturant chaque instant, les cadeaux souvenirs monogrammés pour chaque invité, les traiteurs servant des amuse-gueules et des boissons de première qualité. Chaque détail représentait des dollars drainés de mon compte sans mon consentement. Chaque sourire qui m'était adressé était acheté avec mes fonds volés. À 19h30, je me suis excusé, prétextant une urgence professionnelle nécessitant une attention immédiate. Ma mère a froncé les sourcils d'un air désapprobateur, mais ne pouvait pas faire de scène sans révéler sa tromperie. En partant, je l'ai entendu expliquer aux autres, à propos de son important travail dans la finance qui paie si bien. Elle remarque à peine quand elle partage avec la famille. En marchant vers ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, voyant enfin les dégâts en détail, 15 transactions sur 3 jours, vidant systématiquement mon compte de 12 800 $. Mes mains tremblaient. Non pas de colère, mais de résolution. Demain, les choses changeraient. Le trajet de retour s'est déroulé dans un flou d'émotions et de clarté. Mes doigts se sont crispés sur le volant alors que des souvenirs défilaient dans mon esprit. Des exemples de manipulation financière que j'avais ignorés ou minimisés tout au long de ma vie. À 8 ans, l'argent de mon anniversaire de la part de mes grands-parents disparaissant de ma tirelire licorne, découvert plus tard sous forme de nouvelles boucles d'oreilles aux oreilles de ma mère. Emprunté, appelait-elle cela. À 12 ans, les 100 $ que j'avais gagnés en tondant des pelouses pendant l'été, mystérieusement nécessaires pour des factures ménagères, alors que ma mère s'offrait une nouvelle coiffure la même semaine, à 16 ans. Ma première voiture, achetée avec 2 ans de salaires économisés, prêtée à une amie de ma mère qui l'a rapidement accidentée. Pas d'assurance, pas de remboursement, juste une leçon sur l'égoïsme quand j'ai exprimé ma colère. Année d'université. Les colis que j'envoyais à la maison contenant des provisions et des produits de première nécessité pour mes jeunes frères et sœurs, retrouvés non ouverts et revendus par ma mère contre de l'argent. Chaque incident formait un schéma que j'avais refusé de reconnaître pleinement jusqu'à présent. Ma mère ne m'avait jamais vu comme une personne indépendante avec des droits sur ses propres ressources. Dans son monde, mes réussites existaient pour compenser ses échecs, ma stabilité pour contrebalancer son chaos. Je n'étais pas une fille, mais une ressource à exploiter. En arrivant à mon appartement, je suis allé directement à mon ordinateur et me suis connecté à mon compte bancaire, confirmant ce que je savais déjà. Plusieurs transactions sur 3 jours. 3 000 $ à traiteur, événements élégants, 2 500 $ à photographie, moments précieux, 1 800 $ à boulangerie, doux rêve, 1 200 $ au monde, merveilleux des ballons et bannières, 900 $ à location de fête prestige, 800 $ à la boutique pour bébé petit trésor, 700 $ aux spécialistes de l'emballage cadeau, 500 $ à décoration, touche dorée, 400 $ au service de boissons sophistiquées, 300 $ au service de disques jockey, souvenirs musicaux,
$250 aux créations de cupcakes personnalisés, $200 au paradis des cadeaux, souvenirs, $150 aux conceptions d'invitations numériques, $100 au service de voiturier, $50 à l'abonnement de musique en streaming premium, $12 800. Chaque centime de ma prime méticuleusement distribuée pour créer un événement élaboré pour l'enfant de quelqu'un d'autre sans ma connaissance ni mon consentement. Je suis restée assise en silence, stupéfaite. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Chloé, ma colocataire d'université, qui travaillait maintenant dans la sécurité bancaire. J'ai besoin de conseils sur un accès non autorisé à mon compte, ai-je dit quand elle a répondu, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Pendant l'heure suivante, Chloé m'a expliqué mes options. Les politiques sur les transactions frauduleuses, les complications liées à l'accès familial et la documentation dont j'aurais besoin. L'accès partagé complique les choses, a-t-elle expliqué, mais puisque tu peux prouver que tu n'as jamais autorisé ces transactions spécifiques, et compte tenu du schéma et du timing, tu as un dossier solide pour la fraude. Devrais-je porter plainte? Ai-je demandé, hésitant à l'idée d'une action en justice contre ma propre mère. Pas nécessairement pour récupérer les fonds. Mais cela renforce ta position si tu es prête à le faire. La banque a besoin de voir que tu es sérieuse au sujet de l'accès non autorisé. Après notre appel, j'ai fait des recherches sur les réglementations et les politiques bancaires jusqu'à minuit. Prenant des notes détaillées et rassemblant des preuves, j'ai téléchargé 3 mois de relevés bancaires, en soulignant le schéma régulier de mes transactions par rapport à la soudaine vague d'achats inhabituels, coïncidant exactement avec le dépôt de ma prime. Vers 1 heure du matin, je me suis retrouvé debout à ma fenêtre, regardant la rue calme en dessous et confrontant les questions éthiques qui avaient commencé à faire surface. Est-ce que je surréagissais? $12 800 étaient importants pour moi. Mais cela valait-il la peine de potentiellement fracturer les relations familiales? Serais-je perçu comme avide ou insensible pour les réclamer? Puis une autre pensée a émergé, claire et indéniable. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de respect, de limites et d'autonomie. En prenant ma prime sans permission, ma mère avait déclaré que mon travail, mes sacrifices et mes projets n'avaient aucune valeur par rapport à ses désirs. Elle avait volé plus que des dollars, elle avait tenté de voler mon indépendance. Si je laissais cette violation sans réponse, cela ne finirait jamais. Il y aurait toujours une autre urgence familiale, une autre occasion spéciale, une autre raison pour laquelle mes ressources devraient être détournées à des fins que je n'avais pas choisies. La clarté de cette prise de conscience s'est installée sur moi comme un poids qui se lève. Cette confrontation n'était pas seulement nécessaire, elle était attendue depuis longtemps, depuis des années. Je suis retourné à mon bureau et j'ai commencé à tout documenter systématiquement, créant une chronologie détaillée des événements avec des preuves à l'appui, puis j'ai rédigé un plan complet. Contacter le service des fraudes de la banque à la première heure le matin, signaler les transactions non autorisées et lancer le processus d'annulation. Geler tous les comptes auxquels ma mère pourrait avoir accès. Retirer les fonds restants pour les protéger de tout accès non autorisé futur. Ouvrir de nouveaux comptes dans une autre banque avec des mesures de sécurité renforcées. Changer tous les mots de passe. Questions de sécurité et protocoles d'accès sur toutes les plateformes financières. Tout documenter au cas où une action en justice deviendrait nécessaire. Se préparer à la confrontation inévitable avec des limites et des conséquences claires établies. Pour la première fois depuis la découverte du vol, j'ai ressenti un sentiment de calme. Ce serait difficile, peut-être même dévastateur pour certaines relations, mais nécessaire pour mon avenir. J'ai réglé mon réveil pour 6h30, sachant que demain exigerait toute ma force et ma clarté, alors que je me suis finalement couché vers 3h du matin. Une pensée est restée. Cela se termine maintenant. À exactement 6h30, mon réveil m'a tiré d'un sommeil agité de seulement 3 heures. Malgré ma fatigue, l'adrénaline m'a poussé à l'action immédiate. J'ai pris une douche rapide, j'ai enfilé ma tenue la plus professionnelle et je me suis assise à mon bureau avec une grande tasse de café et mon plan détaillé de la nuit précédente. D'abord, je devais tout documenter systématiquement. J'ai pris des captures d'écran des 15 transactions non autorisées, y compris les eurodatages, les informations sur les commerçants et les identifiants de transactions. J'ai créé un tableur pour suivre chaque détail, y compris le moment où ma prime avait été déposée et le timing suspect de l'invitation de ma mère immédiatement après. Ensuite, j'ai rassemblé des preuves de l'accès non autorisé de ma mère. J'ai retrouvé les messages textes de l'université où je lui avais donné un accès d'urgence temporaire pendant mon hospitalisation, avec un langage clair sur la nature temporaire de l'arrangement. J'avais aussi des courriels discutant de ma prime et de mes plans explicites
pour l'utiliser pour les prêts étudiants et les économies d'urgence, établissant que je n'avais jamais eu l'intention que ces fonds soient utilisés pour la famille. À 7h30, j'ai commencé à exécuter mon plan. D'abord, je me suis connecté à mon compte compromis et j'ai changé tous les paramètres de sécurité, supprimant ma mère en tant qu'utilisatrice autorisée. J'ai changé le mot de passe, les questions de sécurité et ajouté l'authentification à 2 facteurs liés à une nouvelle adresse électronique dont ma mère n'avait aucune connaissance. J'ai ensuite contacté le service des fraudes de ma banque, expliquant la situation en termes précis et factuels. La représentante, Sophie, a écouté attentivement tandis que je détaillais comment mon compte avait été accédé sans permission et les fonds systématiquement drainés par 15 transactions stratégiques. Ces achats ont été effectués à mon insu et sans mon consentement, ai-je expliqué. J'ai des documents montrant la nature temporaire de l'accès partagé il y a 5 ans lors d'une urgence médicale, sans aucune indication que cet accès se poursuivrait à long terme ou serait utilisé pour des retraits majeurs. Sophie était professionnellement sympathique, mais nécessairement approfondie. Je comprends que c'est une situation sensible impliquant la famille. Madame Lambert, nous devrons enquêter sur chaque transaction. Avez-vous des documents montrant que ces achats n'étaient pas autorisés? Je m'étais préparé à cela. Oui, j'ai des messages textes de la titulaire du compte admettant avoir utilisé mes fonds sans permission, ciblant spécifiquement ma récente prime de travail. J'ai aussi des témoins qui l'ont entendu reconnaître publiquement avoir pris l'argent sans ma connaissance préalable lors d'un événement hier soir. L'appel a duré 45 minutes, aboutissant à l'ouverture d'une enquête officielle pour fraude. Sophie a expliqué que l'annulation des transactions serait complexe car elles impliquaient plusieurs commerçants. Mais le processus avait commencé. J'ai autorisé la banque à geler le compte immédiatement pour empêcher toute autre activité non autorisée. À 9h15, je suis passé à la phase suivante. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai initié des transferts de tous les fonds restants des comptes auxquels ma mère pourrait avoir accès vers mon compte personnel sécurisé dans une autre banque. J'ai regardé les écrans de confirmation apparaître un par un, chacun représentant une autre ressource protégée de l'exploitation future. Vint ensuite la tâche technique la plus difficile, changer systématiquement chaque mot de passe, questions de sécurité et options de récupération sur toutes mes plateformes financières, applications bancaires, comptes d'investissement, fonds de retraite, cartes de crédit, services de prêt étudiant, services de préparation de déclaration de revenus et outils de planification financière. Pour chacun, j'ai créé de nouveaux mots de passe complexes stockés dans un gestionnaire de mots de passe sécurisé, établi de nouvelles questions de sécurité avec des réponses que ma mère ne pourrait jamais deviner, et supprimé tous les numéros de téléphone de récupération ou adresses électroniques auxquelles elle pourrait avoir accès. À 11h30, j'ai pris une courte pause pour me restaurer avec un sandwich et vérifier mon téléphone, que j'avais délibérément mis de côté pour me concentrer. 23 appels manqués et 37 messages textes, tous de ma mère. Je les ai parcourus sans les lire entièrement, notant la progression de la confusion à la colère puis aux menaces. Certaines charges ont été refusées. Qu'as-tu fait à ton compte? Appelle-moi immédiatement. Tu es complètement égoïste et puéril. Les traiteurs menacent de me poursuivre à cause de toi. Si tu ne règles pas ça tout de suite, ne te donne pas la peine de venir pour Thanksgiving. J'ai posé le téléphone sans répondre et suis retourné à mon ordinateur. La dernière étape pour sécuriser mes finances consistait à ouvrir des comptes entièrement nouveaux à la Banque Méridienne, une concurrente de mon institution actuelle sans aucun lien avec les comptes que ma mère connaissait. J'ai établi des comptes chèques, d'épargne et d'investissement avec les protocoles de sécurité les plus stricts disponibles, marquant tous les relevés de compte pour une livraison électronique uniquement afin d'éviter toute trace papier. À 14h, j'ai reçu la confirmation que 13 des 15 transactions avaient été signalées avec succès pour annulation. Les commerçants seraient contactés par la banque et les fonds seraient retournés sur mon compte dans les 3 à 5 jours ouvrables. Les 2 transactions restantes étaient plus complexes en raison des accords de service et nécessiteraient une enquête supplémentaire. À 15h30, j'ai reçu un appel du service de sécurité de la banque. Ils avaient examiné les preuves et classé officiellement les transactions comme frauduleuses. Le représentant a expliqué que j'avais la possibilité de porter des accusations criminelles contre l'utilisateur non autorisé. Nous comprenons qu'il s'agit d'une affaire de famille, mais nous sommes tenus de vous informer de vos droits dans cette situation, a expliqué le représentant. J'apprécie cela, ai-je répondu. Pour le moment, je ne poursuis pas d'accusations criminelles, mais je veux qu'il soit noté dans mon dossier qu'il s'agissait d'un accès définitivement non autorisé, et je veux que toutes les mesures de sécurité possibles soient mises en œuvre. À 17h, j'avais terminé chaque point de mon plan d'action.
Mes finances étaient sécurisées. Les transactions étaient en cours d'annulation. De nouveaux comptes étaient établis et tous les points d'accès étaient protégés. Je me suis accordé un moment de fierté d'avoir agi de manière décisive et approfondie. Puis j'ai éteint complètement mon téléphone. Je me suis préparé un vrai repas et je me suis préparé à la confrontation que je savais à venir. Ma mère n'accepterait pas cette annulation tranquillement. Elle escaladerait, impliquerait d'autres personnes et tenterait de réaffirmer son contrôle par tous les moyens disponibles. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais vraiment en contrôle de mes limites, quelle que soit la tempête à venir. J'avais sécurisé mes fondations. Les 12 800 $ étaient plus que de l'argent pour moi maintenant. Ils représentaient même ma déclaration d'indépendance. J'ai dormi profondément cette nuit-là, le téléphone toujours éteint, sachant qu'au matin, tout aurait changé. Le bourdonnement strident de la sonnette de mon appartement m'a réveillé à 6h45 le lendemain matin, persistant et répété. Il ne laissait aucun doute que quiconque se tenait dehors n'avait aucune intention de partir. J'ai vérifié l'application de ma caméra de sécurité pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. Ma mère, l'air échevelé et furieuse, appuyant sur le bouton à plusieurs reprises. Avant de la confronter, j'ai allumé mon téléphone pour évaluer les dégâts, 68 appels manqués, 122 messages textes, 30 messages vocaux et des notifications de multiples plateformes de réseaux sociaux où des membres de la famille m'avaient identifié ou envoyé des messages. J'ai parcouru les textes de divers parents, voyant que l'histoire s'était répandue pendant la nuit avec un cadrage prévisiblement déformé. De ma tante Pascale, « Ta mère est dévastée. Comment as-tu pu embarrasser la famille comme ça ?» De mon oncle Robert, « Les différends financiers devraient rester privés. Appelle ta mère. » De ma cousine Juliette, « Les traiteurs sont venus exiger un paiement supplémentaire. Ma fête est gâchée et je suis trop stressé pour le bébé maintenant. » De mon frère, Théo, « Maman est hystérique, règle ça. » De ma tante Marguerite, de manière surprenante, « Appelle-moi quand tu pourras, je veux entendre ta version. » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai enfilé une robe de chambre et je suis allé à la porte, l'ouvrant sans retirer la chaîne de sécurité. Ma mère a immédiatement commencé à parler. « Qu'as-tu fait? La banque a annulé toutes les transactions. Le traiteur menace d'intenter une action en justice contre moi. Juliette est en larmes. Ta propre famille. Camille, ton propre sang. » J'ai mis fin à un accès non autorisé à mes comptes. Ai-je répondu calmement? Rien de plus. Non autorisé, je suis ta mère. Tu m'as donné accès il y a des années pour une urgence spécifique pendant mes études, pas pour prendre toute ma prime sans permission. Son visage s'est tordu avec le mélange familier d'indignation et de calcul que j'avais vu tout au long de mon enfance chaque fois que ses actions étaient remises en question. Je n'ai rien volé, a-t-elle sifflé. J'ai redirigé les fonds là où ils étaient le plus nécessaires. Juliette fait partie de la famille. Ce bébé est ton parent de sang. Ton égoïsme se voit. Camille, à quoi l'aurais-tu dépensé? De toute façon, des vêtements plus chers, d'autres vacances, pendant que ta cousine a du mal à se payer des couches. La tactique de manipulation était si transparente maintenant que j'avais pris du recul. Pendant des années, de tels arguments avaient déclenché ma culpabilité et ma conformité. Aujourd'hui, il confirmait là simplement que j'avais pris la bonne décision. Si tu t'inquiétais pour les fournitures de bébé de Juliette, tu aurais pu me demander directement de contribuer ce que je me sentais à l'aise de donner. Au lieu de cela, tu as tout pris sans demander pour une fête élaborée plutôt que pour des besoins pratiques. La famille n'a pas besoin de demander la permission pour aider la famille. Prendre 12 800 $ sans consentement n'est pas de l'aide. Maman, c'est du vol. Elle a eu un hoquet dramatique, du vol. Ta propre mère, après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Je dois me préparer pour le travail, ai-je dit, refusant de m'engager dans la routine de la martyre. Nous pourrons en discuter quand tu seras plus calme. Discuter, il n'y a rien à discuter. Tu vas débloquer ces transactions immédiatement. La réputation de Juliette est détruite. Ma parole dans la communauté est ruinée. C'était ton choix quand tu as dépensé de l'argent qui n'était pas le tien. Sa stratégie a changé instantanément. Les larmes remplaçant la rage. S'il te plaît, Camille, il menace de me poursuivre. Je ne peux pas me permettre des avocats. Je pourrais perdre la maison. La maison que je l'avais aidé à refinancer l'année dernière. La maison où elle venait d'organiser une fête somptueuse avec mon argent volé. La banque annule les transactions parce qu'elles n'étaient pas autorisées. Les commerçants récupéreront leur argent auprès de la banque. Pas de toi. Tu ne seras pas poursuivi si tu expliques que tu as fait les achats sans autorisation appropriée. Tu veux que j'admette avoir volé à des étrangers.
Je veux que tu sois honnête sur ce qui s'est passé. » Son visage s'est durci. « Je dirai à tout le monde ce que tu as fait. Comment tu as humilié ta cousine enceinte. Comment tu te soucies plus de l'argent que de la famille. Personne ne prendra ton parti. » Je m'attendais à cette menace exacte. Elle avait fonctionné d'innombrables fois auparavant. La peur du rejet familial me gardant dans le droit chemin, aujourd'hui, cela n'a fait que renforcer ma résolution. C'est ton choix. Mon choix est de protéger ma sécurité financière. J'ai fermé la porte malgré ces protestations et je me suis préparé pour le travail. Avant de partir, j'ai envoyé un seul texto à ma tante Marguerite. Je peux te parler après 18 h ce soir. En arrivant chez Partenaire Financier Laurent, je n'ai pas été entièrement surprise de trouver ma mère qui attendait dans le hall. Elle l'avait déjà fait lorsque je ne répondais pas aux appels, se présentant à mon lieu de travail pour forcer des confrontations où je serais professionnellement contrainte de ne pas répondre honnêtement. « La voilà !» a-t-elle annoncé bruyamment alors que j'entrais, attirant l'attention des collègues et des clients dans la zone de réception, la fille qui signale sa propre mère à la banque pour fraude, qui gâche une fête prénatale par méchanceté. La sécurité s'est approchée immédiatement. Alors que les têtes se tournaient vers le tumulte, j'ai croisé le regard de Marc, notre chef de la sécurité, qui me connaissait bien après 3 ans de salutations matinales. « C'est ma mère. » ai-je expliqué doucement. Elle est contrariée par une affaire personnelle. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, l'aider à sortir? J'ai une réunion client importante. »« Absolument. Madame Lambert, » a-t-il répondu professionnellement. « Tu ne peux pas éviter ça, Camille, » a crié ma mère alors que Marc la guidait gentiment mais fermement vers la sortie. « La famille, c'est pour toujours. Tu ne peux pas choisir l'argent plutôt que le sang. » Plusieurs collègues ont été témoins de la scène, y compris ma supérieure directe, Jeanne, qui s'est approchée avec inquiétude. « Tout va bien. Camille, as-tu besoin de prendre un peu de temps ce matin? »« Merci, mais je préférerais me concentrer sur le travail, » ai-je répondu. « C'est une situation personnelle que je gère. Si tu as besoin de soutien ou de flexibilité, fais-le moi savoir, » a-t-elle offert. « Nous accordons de l'importance à ton bien-être ici. » Cette simple courtoisie professionnelle a failli briser mon sang-froid plus que les drames de ma mère, sur mon lieu de travail. Mes limites étaient respectées sans question. Le contraste avec la dynamique de ma famille n'aurait pas pu être plus frappant. Tout au long de la journée, mon téléphone a continué d'accumuler les messages. À l'heure du déjeuner, la nouvelle s'était encore répandue dans le réseau familial. Des cousins à qui je parlais à peine m'ont envoyé des textos moralisateurs. Des tantes ont appelé pour exiger des explications. Même mes frères et sœurs, qui avaient eux-mêmes subi la manipulation financière de notre mère, m'ont pressé de régler les choses et de maintenir la paix. Mais parsemés parmi les critiques se trouvaient des messages de soutien surprenants. De ma jeune cousine, Alice. Tante Diane a fait la même chose avec l'argent de ma remise de diplôme l'année dernière. Merci de lui avoir tenu tête. Du frère de ma mère, mon oncle Jacques. Ça fait 20 ans que j'attends que quelqu'un dénonce les jeux financiers de Diane. Reste forte. D'un cousin éloigné que j'avais rencontré peut-être 2 fois. Ta mère a emprunté 3 000 $ à mes parents pour des frais médicaux d'urgence en 2018. Il s'est avéré que c'était pour une croisière. Ils étaient trop embarrassés pour la confronter. À 17 h 30, quand j'ai quitté le travail, la banque avait confirmé que les 15 transactions avaient été signalées avec succès pour annulation. Les fonds seraient retournés sur mon nouveau compte sécurisé dans la semaine. Ma mère avait été définitivement retirée de tout accès à mes systèmes financiers. En rentrant chez moi, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, justification et tristesse, soulagement et chagrin. J'avais protégé mes ressources et établi des limites cruciales. Mais à quel coût relationnel? L'autonomie financière valait-elle le conflit familial qu'elle avait créé? Puis je me suis souvenu des années de petits folles, de manipulation et de violation de limites qui avaient amené à ce moment. Le schéma ne se serait jamais arrêté de lui-même. Ma mère n'aurait jamais reconnu mon indépendance financière sans cette conséquence forcée. Parfois, la paix a un prix trop élevé. Parfois, le respect doit être exigé plutôt que demandé, aussi difficile que cette confrontation ait été. C'était la première étape nécessaire vers des relations plus saines, basées sur un soin authentique plutôt que sur l'exploitation. Ce soir-là, j'ai parlé avec ma tante Marguerite pendant plus d'1 heure. Contrairement à la plupart de la famille, elle a écouté sans jugement, posant des questions réfléchies et offrant une perspective issue de sa propre relation difficile avec ma mère. « Diane a toujours été comme ça », a-t-elle dit. « L'argent lui file entre les doigts, comme de l'eau, et elle se sent en droit de disposer de toutes les ressources à sa portée. Tu es la première personne à établir de vraies conséquences, et cela la terrifie. Son contrôle lui échappe. Je n'ai jamais voulu la blesser.
Ai-je admis? Je ne pouvais tout simplement pas laisser cela continuer. Les limites ne sont pas une punition, Camille. Elles sont une protection. Tu as fait ce que tu devais faire. Alors que nous terminions notre appel, Marguerite a dit quelque chose qui resterait avec moi pendant les jours difficiles à venir. La culpabilité que tu ressens n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, c'est parce qu'elle a programmé cette réponse en toi. Se libérer de la manipulation financière n'est jamais confortable, mais c'est nécessaire pour ton avenir. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des années. Mes finances sécurisées et mon chemin à suivre clair, malgré la tempête qui faisait rage autour de moi. Le mercredi matin, 3 jours après la fête prénatale, la famille s'était divisée en factions distinctes. Les messages textes, les publications sur les réseaux sociaux et les appels téléphoniques révélaient clairement les lignes de bataille qui se formaient autour de mes actions. Ma mère s'était affairée à construire son récit, se présentant comme la victime de ma cruauté financière insensible, selon sa version. Elle avait simplement emprunté ma prime pour une belle célébration familiale, avec l'intention de la rembourser un jour. Ma réaction excessive avait embarrassé ma cousine Juliette, gâché un moment familial spécial et démontré mes valeurs matérialistes. De nombreux parents ont accepté ce cadrage sans poser de questions, en particulier ceux qui avaient bénéficié au fil des ans des dépenses généreuses de ma mère avec l'argent des autres. Ma tante Pascale, toujours la plus fervente défenseuse de ma mère, m'a appelé directement pour livrer une évaluation cinglante de mon caractère. « La famille aide la famille », a-t-elle sermonné. « Ta mère a tout sacrifié pour vous. Les enfants, c'est comme ça que tu la rembourses, en l'humiliant pour de l'argent. L'argent va et vient, Camille, mais la famille est éternelle. » Mon oncle William, le frère aîné de ma mère, a envoyé un long courriel suggérant que je suive une thérapie pour mon attachement malsain à la richesse matérielle et mon incapacité à partager avec mes proches. Il a commodément ignoré le fait que le partage avait été entièrement non consenti. Ma cousine Juliette, le centre involontaire du drame, oscillait entre la colère et l'embarras. Elle a envoyé un message vocal en larmes décrivant comment les fournisseurs l'avaient contactée directement lorsque les paiements avaient été annulés, la faisant se sentir comme un cas de charité et humiliée pendant ce qui devrait être le moment le plus heureux de ma vie. J'ai ressenti une sympathie sincère pour Juliette, qui ne connaissait pas la véritable source des fonds. Après réflexion, je lui ai envoyé un message direct. « Juliette, je suis vraiment désolé que tu aies été prise au milieu de cette situation. Cela n'a jamais été à propos de toi ou de ton bébé. J'aurais été heureuse de contribuer quelque chose de significatif pour t'aider à préparer l'arrivée d'Émilie si on me l'avait demandé directement. Ce que je ne peux pas accepter, c'est que tous mes fonds soient pris sans ma connaissance ni mon consentement. J'espère que tu comprends que c'est entre ma mère et moi. » Son mari, Paul, a étonnamment répondu à mon message avec une compréhension inattendue. « Nous n'avions aucune idée que ta mère avait utilisé ton argent sans permission. Juliette est contrariée par la situation. Mais nous comprenons tous les deux les limites. Nous aimerions beaucoup avoir un simple dîner de famille avec toi après que les choses se seront calmées. Pas de cadeau nécessaire. Juste la famille qui se reconnecte de la bonne manière. » Ce petit geste de compréhension signifiait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Pendant ce temps, un contre-récit a commencé à émerger de sources inattendues. Des membres de la famille, avec leurs propres histoires de manipulation financière par ma mère, ont commencé à me contacter en privé, partageant des expériences qu'ils avaient gardées silencieuses par honte ou par loyauté familiale. Mon frère, Théo, après m'avoir initialement pressé de régler les choses, a appelé avec un changement de cœur. « Tu te souviens quand maman a convaincu grand-mère de la mettre sur le compte chèque joint pour aider avec les factures, et que d'une manière ou d'une autre. Les économies de grand-mère pour son dépôt à la maison de retraite ont disparu, je viens de faire le lien. » Ma sœur, Amandine, la plus jeune et habituellement la plus protectrice de notre mère, a envoyé un texto. « J'ai découvert que maman a pris une carte de crédit à mon nom pendant mes études. Je viens de le découvrir en demandant un prêt hypothécaire. 27 000 $ de dettes dont je n'avais jamais eu connaissance. Peut-être que tu as raison de te protéger. » Ma tante Marguerite a organisé une réunion de famille chez elle le dimanche après-midi, ostensiblement pour guérir la fracture familiale. Ma mère a supposé que cette réunion se concentrerait sur le fait de me convaincre de retirer les accusations de fraude et de restaurer son accès à mes comptes. Elle est arrivée avec des impressions de photos de la fête prénatale, prête à utiliser émotionnellement le beau moment familial que j'avais gâché. Au lieu de cela, le rassemblement a pris une tournure inattendue.
Ma tante Marguerite n'avait invité que les membres de la famille directement affectés par le comportement financier de ma mère au fil des ans, créant un espace sûr pour dire la vérité. « Nous sommes ici pour aborder un schéma », a commencé Marguerite. Pas un incident isolé. Un par un, les parents ont partagé leurs expériences. Mon oncle Jacques a décrit avoir prêté 8 000 $ à ma mère pour de prétendues réparations de toiture. Pour l'avoir ensuite posté des photos de vacances dans les Caraïbes la semaine suivante, ma cousine Alice a raconté comment l'argent de sa remise de diplôme avait disparu lorsque ma mère avait offert de l'investir en toute sécurité. Mes frères et sœurs ont détaillé des enfances où les services publics étaient coupés pendant que notre mère s'offrait des soins réguliers en salon. À chaque histoire, l'indignation de ma mère se transformait en hostilité défensive. « Vous avez tous bénéficié de ma générosité au fil des ans », a-t-elle rétorqué. « Qui a organisé chaque fête? Qui a accueilli chaque réunion de famille? Qui a toujours été là quand quelqu'un avait besoin de quelque chose? » « Avec l'argent des autres, » a dit doucement mon oncle Jacques. « La générosité avec des ressources qui ne sont pas les vôtres n'est pas vraiment de la générosité, » dit Anne. Le moment le plus puissant est venu lorsque ma grand-mère, qui était restée silencieuse tout au long de la discussion, a finalement parlé. « Diane, » a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. « Je t'ai élevée pour connaître la différence entre partager et prendre. Ce que tu as fait avec la prime de Camille n'était pas du partage, c'était prendre sans demander. Ce n'est pas ainsi que la famille traite la famille. » Le visage de ma mère s'est décomposé à cette douce réprimande de la seule personne dont elle avait toujours cherché l'approbation. Pendant un bref instant, j'ai entrevu quelque chose que j'avais rarement vu en elle, une honte authentique. La réunion de famille s'est terminée sans résolution, mais avec une honnêteté sans précédent. Ma mère est partie tôt, refusant toute discussion ultérieure. Ceux qui sont restés ont exprimé des variations du même sentiment. Mes actions, bien que créant un inconfort temporaire, avaient exposé un schéma qui devait être abordé pour la santé de tout le système familial. Dans les jours qui ont suivi, la communication familiale au sens large a subtilement changé. La pression pour que je retire mes accusations de fraude a diminué. Plusieurs parents qui avaient initialement condamné mes actions m'ont contacté avec des perspectives plus mesurées, ayant entendu le contexte plus large. Ma cousine Juliette et son mari m'ont invité à un déjeuner privé où elle s'est excusée pour sa réaction initiale. « Je n'avais aucune idée de ce qui se passait vraiment », a-t-elle admis. « Ta mère m'a dit que tu avais offert avec enthousiasme de sponsoriser la fête, mais que tu voulais rester discrète. J'aurais dû vérifier directement avec toi. Tu n'étais pas responsable de ces actions, » l'ai-je assuré, et je suis vraiment heureuse pour toi et le bébé. Je lui ai présenté une carte cadeau pour un magasin de puériculture. Un montant que j'avais choisi librement et que je pouvais vraiment me permettre de donner. Ceci vient de moi, directement à toi, en toute connaissance de cause et avec mon plein consentement. Les larmes dans ses yeux étaient différentes cette fois, une gratitude authentique plutôt qu'une manipulation. Au bout de 2 semaines après l'incident, une nouvelle normalité précaire avait commencé à s'établir dans la famille. Ma mère maintenait un contact minimal, envoyant occasionnellement des messages passifs-agressifs conçu pour déclencher la culpabilité. Je ne répondais qu'aux questions directes, maintenant des limites fermes, sans m'engager dans la manipulation émotionnelle. Certaines relations familiales se sont renforcées à travers cette crise. D'autres se sont affaiblies ou ont révélé leur nature conditionnelle. J'ai découvert qui me valorisait pour moi-même et qui m'avait simplement toléré comme une extension de l'influence de ma mère. Tout au long de cette évolution douloureuse, je me suis accroché à la connaissance que l'autonomie financière était mon droit. Pas un privilège à accorder ou à retirer en fonction des exigences des autres. L'inconfort de la confrontation était temporaire. La liberté des limites établies me serait bénéfique pour toute une vie. 6 mois après l'incident de la fête prénatale, le printemps a apporté de nouveaux départs littéraux et métaphoriques dans ma vie. Les conséquences financières avaient été entièrement résolues en quelques semaines. Ma prime de 12 800 $ restituée et sécurisée sur des comptes que seul moi pouvais accéder. Les répercussions émotionnelles, cependant, ont continué d'évoluer de manière à la fois difficile et positive de façon inattendue. Ma relation avec ma mère s'était transformée de manière spectaculaire. Après 2 mois de contact minimal suite à la réunion de famille, elle m'avait contacté avec ce qui s'apparentait à des excuses dans sa vision du monde. « J'ai peut-être outrepassé mes droits avec ton compte », a-t-elle écrit dans un texto soigneusement formulé. « J'ai toujours eu l'intention que ce soit pour le bien de la famille. Pas tout à fait une reconnaissance de mes faits, mais un pas vers la réalité. J'ai accepté cette reconnaissance partielle et j'ai établi des conditions claires pour la poursuite de notre relation.
aucune discussion sur mes finances, aucun accès à aucun de mes comptes ou informations personnelles, et des conséquences immédiates en cas de violation des limites. Nos interactions se déroulaient désormais principalement en groupe avec d'autres membres de la famille présents. Ces limites créaient de la distance mais permettaient aussi paradoxalement une connexion plus authentique dans des paramètres clairement définis. Sans le courant sous-jacent de l'exploitation financière, nous pouvions nous comporter comme des membres de la famille adulte plutôt que comme une fournisseuse de ressources et une extractrice de ressources. La dynamique familiale plus large avait également changé de façon permanente. Ma prise de position contre la manipulation financière avait encouragé d'autres à établir leurs propres limites. Ma sœur, Amandine, avait finalement confronté notre mère au sujet de la carte de crédit frauduleuse, ce qui a abouti à un plan de paiement pour régler la dette. Mon oncle Jacques exigeait maintenant des accords écrits pour toute interaction financière au sein de la famille. Ma grand-mère avait retiré ma mère de tous ses comptes et établi une fiducie avec une surveillance neutre. Ces changements ont créé des tensions mais aussi une honnêteté sans précédent dans les relations familiales. Lorsque la manipulation ne fonctionnait plus comme stratégie, la connexion authentique devenait la seule option. Pendant ce temps, j'avais enfin alloué ma prime récupérée selon mes plans originaux. 6 000 $ sont allés au principal de mon prêt étudiant, réduisant considérablement le solde et les intérêts. 4 000 $ ont renforcé mon fonds d'urgence, créant une plus grande sécurité et une plus grande tranquillité d'esprit. L'argent restant a financé une semaine ressourçante dans un chalet de montagne où j'ai fait de la randonnée. Lu et réfléchi aux changements spectaculaires de ma vie. Ce soin financier personnel représentait plus qu'une gestion pratique de l'argent. Il symbolisait mon droit de prioriser mon propre bien-être et ma sécurité future. Chaque allocation reflétait un choix fait librement, sans coercition ni manipulation. Une expression d'autonomie que j'avais défendue à un coût émotionnel important. L'expérience m'avait poussé à suivre une thérapie, en me concentrant spécifiquement sur le traumatisme financier et les dynamiques familiales. Le docteur Leclerc m'a aidé à reconnaître les schémas établis dans l'enfance qui m'avaient rendu vulnérable à l'exploitation financière jusqu'à l'âge adulte. Les enfants élevés dans l'instabilité financière développent souvent des relations complexes avec l'argent. A-t-elle expliqué lors d'une séance particulièrement perspicace ? Vous avez appris très tôt que les ressources pouvaient disparaître de manière imprévisible. Cela a créé à la fois une hypervigilance concernant l'argent et une peur profonde que protéger vos ressources fasse de vous quelqu'un d'égoïste ou de sans amour. Ces aperçus m'ont aidé à séparer la générosité légitime des attentes exploitantes. Je pouvais choisir d'aider les membres de ma famille de manière alignée avec mes valeurs et mes capacités sans sacrifier ma santé financière ou mon autonomie. Dans un geste significatif de générosité authentique, j'ai aidé ma cousine Juliette à créer un fonds d'études pour le bébé Émilie avec des protections légales appropriées, garantissant que l'argent ne pourrait être utilisé que pour son objectif prévu. J'ai également mis Juliette en contact avec des ressources d'éducation financière qui m'avaient aidé à établir mon indépendance des années plus tôt. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'étais vulnérable financièrement jusqu'à l'incident de la fête, m'a confié Juliette lors d'un café. Voir comment tu as tout géré m'a inspiré à prendre le contrôle de nos finances familiales. Paul et moi avons de vraies économies pour la première fois. Ma relation avec ma tante Marguerite s'est approfondie pour devenir une amitié de soutien entre égales. Sa volonté de défendre la vérité pendant la crise familiale m'avait donné du courage quand j'en avais le plus besoin. Tu me rappelles moi-même à ton âge, m'a-t-elle dit lors d'un de nos brunchs du dimanche désormais réguliers. J'aurais aimé établir des limites avec Diane il y a des décennies. Mieux vaut tard que jamais. Cependant, sur le plan professionnel, l'expérience a renforcé ma carrière de manière inattendue. Les compétences analytiques et la détermination que j'ai démontrées en gérant ma crise financière personnelle ont impressionné la direction de Partenaires Financiers Laurent. 6 mois après l'incident, j'ai reçu une autre promotion au poste de chef d'équipe avec une augmentation de salaire substantielle et des responsabilités élargies. Ma gestion financière personnelle est devenue encore plus structurée et intentionnelle. J'ai établi des mesures de sécurité supplémentaires, des examens financiers réguliers et des protocoles clairs pour toutes les dépenses partagées. J'ai créé des documents de planification successorale complets malgré ma relative jeunesse, garantissant que mes actifs seraient protégés et distribués selon mes souhaits en toutes circonstances. Plus important encore, j'ai développé une relation psychologique plus saine avec l'argent. Les ressources n'étaient ni quelque chose à accumuler anxieusement, ni à abandonner par culpabilité. L'argent représentait des choix, la sécurité et la liberté de construire une vie alignée avec mes valeurs. Protéger cette liberté n'était pas égoïste, c'était nécessaire.
Le changement le plus profond, ça a été interne. La dissolution de la fausse dichotomie entre la sécurité financière et la loyauté familiale. Je pouvais aimer ma famille sans sacrifier mes limites. Je pouvais maintenir des limites tout en offrant un soutien approprié. L'autonomie financière et les liens familiaux pouvaient coexister. Bien que trouver cet équilibre ait exigé du courage, de la clarté et un renforcement constant. Le soir de mon 29e anniversaire, j'ai organisé un petit dîner pour les membres de la famille qui avaient soutenu mon parcours vers l'indépendance financière, alors que nous partagions un repas que j'avais choisi et payé avec joie plutôt qu'avec ressentiment ou obligation. J'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé en moi. Le bien qui avait le plus changé cette nuit-là, il y a 6 mois, n'était pas la maison, l'argent ou la structure familiale. C'était moi. Je n'étais plus défini par ce que je pouvais fournir, plus valorisé pour ce qui pouvait être extrait de moi. Je m'appartenais entièrement à moi-même, mes ressources étant des extensions de mon autonomie plutôt que des substituts à une connexion authentique. Cette nuit-là, après le départ de mes invités, je me suis assise sur mon balcon à regarder les lumières de la ville et à réfléchir au chemin parcouru depuis cette fête prénatale choquante jusqu'à ce moment de paix durement gagné. Le chemin avait été douloureux mais nécessaire, les leçons inestimables. En protégeant mes finances, j'avais découvert quelque chose de bien plus précieux, la connaissance inébranlable de mon droit aux limites, au respect et à l'autodétermination. Le compte était sécurisé, et moi aussi. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de votre famille concernant les finances? J'aimerais beaucoup entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour entendre d'autres histoires sur l'établissement de limites saines. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour défendre son autonomie financière. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous, protéger vos ressources n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour votre bien-être et votre avenir.